Bienvenue au podcast JELIT, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Imaginez deux nouvelles recrues dans une même entreprise. Les deux intègrent le même jour, avec les mêmes compétences, le même niveau de seniorité. Je vais même aller loin et dire qu'ils ont le même background, c'est-à-dire qu'ils occupaient les mêmes rôles dans leurs expériences précédentes. Et du coup, alors, on se trouve dans le cas de figure où une personne intègre rapidement et facilement l'entreprise, arrive à s'approprier sa mission et à y adhérer et à être productive dans les temps impartis. L'autre personne n'arrive pas malheureusement à le faire. Et donc, on dit que la première personne est forcément agile. Donc, c'est pour ce nouveau épisode du podcast. On parlera de l'agilité au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est agile et une personne ne l'est pas? Et selon nous, comment peut-on être agile ou quels sont les skills et les savoirs, ou plutôt les savoir-être et les savoir-faire qu'il faut cultiver pour être agile au sein d'une entreprise? Ici, on parle de l'agilité et on veut dire à travers cette agilité tout toute une faculté de flexibilité et d'adaptabilité qui permet aux collaborateurs de s'approprier les différents sujets, qui permet aux collaborateurs de s'intégrer facilement. Et ici, on parle des différents streams d'intégration, que ce soit sur la partie métier, sur la partie fonctionnelle et sur la partie opérationnelle. Effectivement, lorsqu'on est en process de recrutement, on arrive à comprendre quels sont les rôles et responsabilités qui vont être alloués par la suite. Mais in fine, il faut l'avouer, on atterrit à un environnement nouveau, une nouvelle équipe, un nouveau mode de vie et mode de collaboration, de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels au sein de l'entreprise et surtout un mindset et une culture d'entreprise qui sont déjà instaurés au préalable. Et du coup, ici, lorsqu'on parle de cette intégration, on parle d'une certaine flexibilité qui vient en parallèle, qui va toucher le côté fonctionnel de la chose, mais aussi le côté relationnel. Euh, Ici, on parle si je rebondis sur ton exemple, Zineb, ces deux personnes qui ont été intégrées le même jour avec le même background, la personne en étant agile, ça ne veut pas dire qu'elle est dans cette position de laisser faire, mais c'est plutôt une vraie intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle qui permet d'absorber et de bien comprendre et assimiler l'environnement, connaître les key people, connaître les pain points de chaque sujet et qui permet effectivement par la suite d'avoir des inputs pour prise de décision, pour même, je vais aller plus loin et dire, ça va permettre aussi de créer une vraie valeur ajoutée en termes de propositions de changement ou d'amélioration. Parce qu'in fine, elle n'était pas dans cette figure de résistance au changement, mais plutôt elle était dans cette perspective de réception, euh, tout en apprenant et tout en regardant avec un œil critique. Je vais m'arrêter sur un point très important que tu as évoqué, Omar, c'est les deux sujets d'intelligence relationnelle et aussi d'intelligence émotionnelle au sein d'une entreprise. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est deux facteurs très importants
pour dire qu'une personne est agile ou non au sein d'une entreprise. Et du coup, ça se traduit comment cette intelligence? C'est d'abord détecter et détecter justement rapidement euh, quel est le rôle des personnes dans la même structure. Et là, je ne parle pas de rôle, c'est-à-dire le titre de leur poste, mais je parle plutôt de qui décide, qui approuve, qui en fait oriente les décisions de l'entreprise, qui influence, qui a l'historique. Et ça, c'est des éléments qu'on n'apprend pas forcément par le titre de poste. C'est-à-dire que l'on peut avoir quelqu'un au top management, mais qui n'a pas ce pouvoir décisionnel, qui est influencé par peut-être quelqu'un qui est plus ancien que lui, ou par un stakeholder, ou par une autre personne dans la même entreprise qui a une échelle plus basse. Je pense que je me suis fait comprise. Donc, ce qui est très important au sein d'une entreprise, c'est justement de comprendre les couches qui sont inférieures aux couches superficielles, à savoir les couches enfin, ce qui apparaît sur les lettres d'embauche des personnes. On parle plutôt de qui a ce pouvoir informel. Bon, je ne dirais pas qu'il est informel, mais qui a justement ce pouvoir qui s'est en fait qui s'est donné par un facteur ou par un autre euh, abstraction faite du poste. Et du coup, lorsqu'on arrive à détecter ces key people et lorsqu'on arrive à détecter qui fait quoi dans une entreprise dans ce sens, on est capable justement d'être, bien sûr ça doit être exploité pour les bonnes raisons, c'est-à-dire être en force de proposition. Il faut être aussi exploité dans le sens de si je veux proposer une amélioration, voilà à qui je peux la proposer et de quelle manière. On en a parlé aussi, donc peut-être qu'il ne faut pas venir et dire à son manager directement non par rapport à une action ou à une tâche à réaliser, mais peut-être qu'il faut approcher ça du point de vue avantage, inconvénient, et voilà ce que nous gagnons si nous faisons l'action, et voilà ce que nous perdons, pour justement, et ça c'est la vraie définition de l'agilité, c'est-à-dire savoir déjà les key people et savoir quoi dire à quelle personne. Et du coup, c'est dans ce sens-là que les nouvelles recrues, leur première tâche, oui, c'est vrai que c'est de s'approprier les outils, c'est vrai que de s'approprier les environnements de travail. Là, je parle plus des environnements techniques, technologiques, enfin, ça dépendrait du domaine où ils atterrissent. Mais aussi, c'est de s'approprier la culture d'entreprise. Et là, je ne parle pas que de la culture, c'est-à-dire leurs best practices, ce qu'ils font après 18 heures, ou bien quel est leur style vestimentaire. Oui, ça, en effet, mais s'approprie aussi la politique de l'entreprise. Et ça, c'est un point très important, parce que c'est ça ce qui va décider. Est-ce que le nouveau collaborateur va avoir sa promotion? Quand est-ce qu'il va l'avoir? Ça va aussi décider qui valide son travail. Est-ce que son travail va être rapidement validé? Valorisé ou pas? Valorisé ou pas, en effet. Donc ça, c'est un point très important. Et là, c'est un sujet qui ne peut pas être appris dans les manuels. On entend parler de l'agilité un peu partout, dans des domaines plus que d'autres, notamment sur le domaine de l'IT. Bah, on a essayé de penser à des nouvelles méthodologies, des frameworks pour justement dire qu'on est agile. Mais ça converge vers le même point où il faut privilégier les interactions humaines, c'est-à-dire ce que je viens de dire, à savoir les politiques humaines, au lieu des processus, des procédures, des titres de poste qui sont déjà préétablis. J'ajoute ici encore, au-delà de la relation verticale manager-manager, cette agilité touche toutes je vais dire les parties prenantes de l'entreprise. Ici, on parle de collaboration bilatérale parce qu'in fine, et ici je m'adresse aux nouvelles recrues, lorsque vous intégrez une entreprise, vous n'êtes pas en relation avec votre N plus 1, N-1. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on intègre une entreprise, on est en relation étoile. Et du coup, on est en contact avec tout le monde, en transversal. Et ceci veut dire que vous êtes en contact avec les sponsors du projet, avec les clients, les fournisseurs, effectivement vos managers et vos managers. Et ça peut être aussi en contact avec d'autres parties prenantes, je vais dire, euh, des stakeholders qui font partie peut-être d'un groupe international, si vous faites partie d'un type d'entreprise, d'autres filiales. En fait,
Ce n'est pas le type de partie prenante qui manque, mais l'idée, c'est vraiment de savoir que il y a une certaine culture générale, une culture d'entreprise globale au sein de cet établissement, mais il y a aussi des sous-entendus de chaque partie prenante. Et en faisant preuve d'empathie, chaque partie prenante a des attentes et a des responsabilités et des exigences. Et en étant agile, ça ne veut pas dire que voilà, on va accepter tout, mais ça montre qu'on est empathique et qu'on comprend les attentes de chacun de nous et on arrive à répondre le mieux à ces attentes. Et on arrive à répondre au mieux aux tâches qui sont destinées à nous, d'une part, et d'autre part, à valoriser au maximum possible notre travail. Et si je rebondis sur le volet que tu viens de citer, Zineb, c'est savoir comment dire non. Ici, à mon sens, c'est un vrai sujet qui touche plusieurs volets. Et dans ce sens, euh, on parle non seulement de dire non, mais aussi savoir quand le dire, comment le dire, à qui le dire et pourquoi le dire. Euh, et ici, je reviens et je rebondis au sujet du fait que on ne dit pas seulement non à notre manager ou bien à notre manager, mais à toutes les parties prenantes. Parce qu'in fine, en connaissant et en comprenant un peu l'enjeu de chacun, euh, tout en étant agile, le fait de dire non de façon brusque, brutale et je vais dire euh, voilà très brute, euh, c'est pas généralement accepté pour la simple raison que par preuve d'empathie, c'est vraiment un refus catégorique. Alors qu'aujourd'hui, euh, le fait de dire un non avec un argumentaire derrière, avec un justificatif, tout en montrant les bienfaits euh, de la solution. Et ici, je parle d'une solution, ça veut dire si on dit non, on n'est pas ici dans une perspective de blocage, mais aussi plutôt dans une perspective d'amélioration. Ok, cette tâche, on ne va pas la faire, ou bien ce livrable, on ne va pas le réaliser. Cependant, voilà ce qu'on propose. Et du coup, ce qui est attendu d'un collaborateur, c'est vraiment non pas être dans cette perspective d'exécution, mais plutôt dans cette perspective d'exécution, le cas échéant, force de proposition. Et venir et dire non, ça ne résout pas le problème, ou bien ça ne répond pas vraiment aux vrais besoins, vu que vous êtes la personne qui est la plus placée, la mieux placée pour qualifier le sujet. Cependant, voilà ce que je propose. Et ici, je m'adresse aux personnes qui veulent vraiment donner leur avis euh, négatif et dire aujourd'hui, voilà ce que je propose et venez avec des solutions. Venez avec une vraie substitution qui permet de ne pas créer une impasse, de ne pas créer juste un blocage. Parce qu'in fine, la personne à travers laquelle vous allez vous montrer, c'est vraiment la personne qui veut juste bloquer, ou bien vous allez faire preuve de paresse en disant non. Euh, Ça, c'est sur la façon de comment le dire. Quand le dire, c'est dans un moment qui est approprié. Dans les règles de l'art, en choisissant voilà, le moment où ce retour d'expérience, bon, ce retour sur le volet en se basant sur votre expérience a du sens. Et ici, ça relève du bon sens. Je ne vais pas vous dire qu'il faut le dire séance tenante de la discussion ou bien après la discussion. Et ici, on revient, ça dépend de la culture d'entreprise parce qu'on a vu aussi des entreprises où la décision ne doit pas être discutée devant tout le monde. C'est juste entre vous et votre manager. Parfois, il y a des entreprises où la décision doit être discutée devant tout le monde avec du flat management. En fait, voilà, c'est à vous de juger la véracité de l'approche et la consistance de votre intervention. Le pourquoi de la chose, ben, il ne faut pas dire non seulement pour dire non. Euh, il faut avoir une raison derrière, une raison solide. Et surtout, il faut assumer par la suite.
Et c'est ce que malheureusement on voit parfois, c'est que la personne vient pour dire non, j'accepte pas ça et peut-être je propose une autre solution, mais par la suite elle n'a pas les reins solides pour dire ok, j'assume ma proposition. Alors là, si vous n'êtes pas la première personne qui supporte et qui est sponsor de ce que vous avez proposé, qui va l'être. En effet, donc dire non, c'est un sujet enfin qui fait la différence entre une personne agile ou pas. Enfin deux autres problèmes qui sont résolus si l'on est agile et qui sont complémentaires l'un à l'autre. Le premier, ça va être la résistance au changement. Et ça, c'est de la part des anciens collaborateurs, toujours vis-à-vis du cas de figure du nouveau collaborateur. Donc, vous l'avez sûrement senti si vous êtes une nouvelle recrue et que vous intégrez une entreprise avec bien sûr ses façons de faire, avec ses procédures, avec sa culture, avec son environnement de travail. Donc, il y a toujours cette résistance et cette réticence des anciens en disant ah non, c'est comme ça comment on faisait les choses, il faudrait faire ça et ça et ça, c'est la façon de faire, c'est ce qu'on est habitué à faire. Et du coup, il n'y a même pas la volonté de savoir est-ce que l'autre a une best practice où il a une valeur ajoutée ou une amélioration ou une vue plutôt extérieure qui est très bénéfique. Pourquoi? Pour une entreprise. Parce que justement, en étant collaborateur interne, parfois on s'immerse dans ce qu'on fait chaque jour et on n'a pas, peut-être faute de temps, faute de moyens, donc on n'a pas le recul nécessaire pour dire non mais attendons, est-ce que ce qu'on fait peut être amélioré? Est-ce qu'il peut être réapproprié pour l'adapter à de nouveaux contextes. Et là, c'est le premier sujet qui est plutôt vis-à-vis des existants, des internes déjà à l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est par rapport au nouveau collaborateur qui, lui aussi, a sa propre vision des choses, a son ancienne façon des choses. Et en sens ça, plus la personne a passé de l'expérience au sein d'une entreprise, le plus qu'au changement, elle s'attend à ce qu'elle duplique le modèle de son ancienne entreprise dans la nouvelle. Et ça aussi, ça peut être toxique, un nouvel environnement de travail. Si on vient avec on va dire, des façons de faire figées, si on vient avec plutôt des actions qui sont figées pour répondre à des mêmes actions, le changement ou l'atterrissage sur un nouvel environnement, sur un nouveau environnement va être très difficile. Donc en fait, l'agilité, c'est aussi savoir avoir ce déclic-là, c'est de et comprendre ce qui se fait l'environnement actuel de l'entreprise dans laquelle on est et aussi ramener sa vision critique. Et ça, c'est vraiment un juste milieu qu'il faut bien, on va dire, équilibrer. Parce que sinon, on risque de tomber ou dans l'un des cas de figure ou dans l'autre. Et vraiment, ce changement n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, la plupart des entreprises ont beaucoup de temps de formation, ont beaucoup de temps pour que les nouvelles recrues puissent enfin travailler et être, on va dire, productives et être opérationnelles. Ils passent beaucoup de temps à se former, à connaître les gens, à assister juste en mode shadowing à des réunions ou à des séances de travail. Donc, et moi, je trouve ça très important. Ça aussi, ça contribue à l'agilité, c'est-à-dire avoir ce temps mort. Peut-être que des gens le prennent pour des temps morts, pour une baisse de charge, pour un temps mort dans lequel ils ne font rien. Mais à vrai dire, c'est là le bon moment où il faut trouver ce juste milieu entre ce qu'on est, ce qu'on était, les pratiques avec lesquelles on atterrit sur le nouvel environnement et puis aussi ce qui se fait, c'est-à-dire à quoi on va s'attendre dans notre nouvelle mission. Et puis l'agilité, c'est pas aussi en intégrant l'entreprise, ce n'est pas que plutôt qu'en intégrant l'entreprise, l'agilité c'est tout au long de la collaboration. Parfois on est dans la routine lorsqu'on est on va dire très à l'aise, lorsqu'on arrive à trouver notre zone de confort au sein de l'entreprise, mais à un certain moment les changements arrivent. Parfois c'est l'atterrissage de nouveaux
de nouveaux collaborateurs, parfois c'est le changement de sa hiérarchie, parfois c'est la restructuration de l'entreprise. Et ces événements-là décident qui sont les personnes agiles au sein de notre entreprise et qui ne le sont pas. Et moi, je trouve que c'est un très bon exercice de faire comme ce qu'on fait des tests blancs pour passer un examen final. C'est bien en fait de vivre des cas de figure dans lesquels, imaginons que nous avions une orientation stratégique, de changer des procédures et des choses, pour voir à quel point les collaborateurs seront agiles et pourront s'adapter à des changements de contexte au sein de l'entreprise. Je vais ajouter juste un sujet. Il faut pas confondre agilité et fragilité. Et pas confondre agilité et naïveté. Parce que, effectivement, comme nous avons discuté durant tout cet épisode, être agile au sein d'une entreprise, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est un vrai vecteur de croissance et d'implication de tout le monde dans la réalisation et la réussite de l'entreprise. Cependant, en fait, prendre cette agilité pour l'acheter, ça permet d'avoir une déperdition de valeurs, de principes. En fait, ici, c'est un avis personnel. Il y a des choses qui sont permanentes, il y a des choses qui sont, je vais dire, des principes, thawabit. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une vision d'entreprise, lorsqu'on parle d'un système de valeurs, c'est quelque chose qui est permanente, c'est quelque chose qui reste figé. Effectivement, être agile vient dans l'approche, dans la méthodologie, vient dans l'action, dans les réactions et la réalisation, la façon de faire. Euh, et ici, ça permet aussi de créer un vrai, une vraie ligne directrice pour tous les collaborateurs pour avoir in fine un référentiel. Parce que si tout va être en pleine mouvance et en plein changement, à un certain moment, il y aura pas on va être dans des cercles vicieux. Il n'y aura pas de référentiel auquel on va se retourner à chaque fois où on veut se décider, prendre part. Et à mon sens et à mon humble avis, il faut dans chaque entreprise avoir une vraie vision, une vraie politique globale avec un système de valeurs qui régit la culture d'entreprise, qui régit les objectifs de l'entreprise et par la suite les différentes pratiques, les différentes approches pour atteindre ces objectifs, pour atteindre cette vision, sont effectivement sujets d'agilité, sont effectivement sujets d'ateliers de co-construction avec tous les collaborateurs, sont de vrais sujets d'implication de tout le monde pour réaliser ensemble avec un grand E les targets qui sont définis. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!